Maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Maude est une maman qui, avec son conjoint, a vécu l'infertilité. Saviez-vous que l'infertilité touche 16 % des couples canadiens et que depuis l'année 1980, cette statistique a doublé? Maude, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à Maman Maintenant. Ça me fait super plaisir. On va pouvoir entendre ton histoire, mais d'abord, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. La maternité, est-ce que ça a toujours été un rêve? Est-ce que tu chérissais finalement de fonder une famille? Depuis que j'ai 16 ans, que je me dis que je vais avoir des enfants, ma grand-mère, elle a eu ma mère à l'âge de 20 ans. Tu sais, toute dans ma famille, là, on a eu des enfants jeunes. Puis je m'étais dit, je veux être pareil comme ça. Je veux avoir des enfants jeunes parce que ça m'a permis d'être hyper tissé serré avec ma famille. On fait des voyages de filles à chaque année. Là, les 4 générations, on part. Puis, tu sais, c'est vraiment, là, c'était hyper important pour moi, là. C'est quelque chose que je chéris depuis hyper longtemps. Dans le début vingtaine, j'ai décidé de choisir ma carrière, de me choisir moi en tant que femme. Avant de fonder une famille, j'avais pas trouvé le père de mes enfants, puis je m'étais dit, pourquoi avoir une certaine pression? Puis quand j'ai trouvé justement mon mari, puis je me suis dit, si avec lui, je vais avoir des enfants, bien là, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas aussi facile qu'en claquant des doigts, là. Faut dire, là, aujourd'hui, que tu es maman maintenant d'une petite fille. Une petite puce, Alia. À peine 3 mois? À 3 mois et demi. C'est écœurant. Je nage dans le bonheur. C'est complètement fou de la voir grandir puis de voir aussi le résultat du cheminement parce que ça a été très complexe d'avoir cette petite puce-là. C'est un petit miracle pour moi puis mon mari. Puis vraiment, ça a été un cheminement pendant pratiquement 3 ans à espérer, à regarder à tous les mois, de faire pipi sur des bâtons. Ça en était le running gag dans notre famille, dans ma vie. Là, pour moi, c'était un mythe, là, un positif sur un bâton. Là. Quand j'ai eu mon premier positif, là, on a sorti le champagne. Là. On parle d'un enfant, d'un premier positif, on y viendra. Est-ce qu'il y a eu plusieurs positifs? C'est à suivre. Mais là, parle-nous justement de comment ça se passe. Là. Tu rencontres l'homme de ta vie avec qui tu veux fonder une famille, qui devient ton mari. Est-ce que rapidement, ensemble, c'est un projet commun d'avoir un enfant? Est-ce que vous vous embarquez dans le processus pour pouvoir justement créer cette famille-là? Bien oui, effectivement. En fait, quand on s'est rencontrés, ça a été un sujet qu'on a abordé rapidement. On s'est dit, est-ce qu'on veut des enfants? Oui. Est-ce qu'on en veut tout de suite? Pas vraiment. Mais laissons la vie aller, puis ça arrivera quand ça arrivera. Ouais. Fait qu'on n'a jamais vraiment pris de précautions, on n'a pas fait attention. Mais j'ai pas calculé non plus à chaque mois, je suis en période d'ovulation, tu sais. Vous le faisiez quand même un peu pour le fun. On le faisait tout le temps pour le fun. C'était vraiment... On y allait là, avec l'expression « go with the flow ». Puis laissez guider. Après un an, on a eu notre premier positif, où ce que là, ça nous a mis un peu en réalité en disant « OK, le projet bébé, il faut peut-être mettre du gaz là-dedans, c'est positif ». Puis c'est là que j'ai fait ma première fausse couche avec lui. Fait qu'on s'est rendu compte que, bon, ben c'est pas grave, là, on décide de mettre du gaz là-dedans, fait que let's go, on y va. Pendant un an, c'était des tests pipi à chaque mois, c'est d'essayer, puis je comprenais pas ce qui se passait. Autant que j'étais réglée comme une horloge, puis que je savais exactement quand est-ce que j'allais tomber dans ma période de menstruation, que là, c'était tout déréglé, ça fonctionnait pas, j'avais des retards, c'était inexplicable. Fait que je me suis dit, ça fait pas de sens. Et des fois, là, je pouvais avoir 2 semaines de retard, puis que, tu sais, et que j'allais voir une infirmière, puis l'infirmière, ce qu'elle me dit, elle dit, c'est, tu sais, 2 semaines à 2-3 semaines de retard, là, elle dit, c'est pratiquement, elle dit, c'est des fausses couches que tu fais. Et j'en ai parlé avec un médecin, puis le médecin a décidé de mettre sur une liste de cliniques de fertilité. Pour commencer, là, tu as ton premier positif, go with the flow, ça arrive, tant mieux. On est heureux, même si c'est arrivé peut-être un peu plus vite que ce que vous espériez. Ouais. Combien de temps ça prend avant que tu réalises que tu fais une fausse couche? Puis comment tu te sens avec ton mari? Quelles sont vos émotions, ouais, votre ressenti? Bien, en fait, quand ça l'arrivait, c'est qu'on avait... j'avais du retard, puis on se disait, OK,
sais, on va faire des tests. Ouais. Puis là, c'est long. Tu sais, même si sa boîte est écrite 6 jours avant vos premières journées de menstruation, pour moi, ça marchait pas. Là. C'est pas 6 jours. Tu sais, j'avais des positifs une semaine de retard. J'avais un premier positif. Là. Puis quand j'ai justement, ça fonctionnait pas. Puis là, l'infirmière, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, je suis pas capable de savoir si c'est réellement une fausse couche que tu as faite, si tu es vraiment réglé au quart de tour. Il dit, tu sais, il y a une problématique, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans l'engrenage. Fait que c'est elle qui m'avait dit, tu devrais aller consulter, aller plus loin de juste te dire, on va laisser la vie aller, parce que peut-être que tu pourrais laisser la vie aller longtemps. Comment tu te sentais? Complètement démolie. Ça a été instantané, là. Je suis une entrepreneur, je suis chef d'entreprise, je suis quelqu'un dans le domaine événementiel que j'aime avoir le contrôle. Ma spécialité, là, c'est de vraiment prévoir l'imprévisible, d'essayer. Je suis quelqu'un de très logistique. Puis là, c'était d'apprendre que je peux rien contrôler. C'est quelque chose que je laisse aux mains du hasard, puis il y a quelque chose que je suis pas capable de faire, qui devrait être le truc le plus naturel chez la femme. Là. De se dire, je suis supposée d'être conçue pour être capable d'avoir des enfants, puis là, je suis pas capable. Puis là, j'ai beau... Habituellement, il arrive une problématique dans ma vie, là, je me remonte les manches, là, puis je fonce. Je m'en vais régler le problème. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je trouve des solutions, puis là, je peux rien faire à part d'être sur une liste d'attente pour une clinique de fertilité. Hey, ça rentre là... Ça rentre dedans. En tant que femme, en plus, tu chérissais le rêve depuis très longtemps. Ton jeune âge, ça faisait partie de ton parcours. Puis si tu es quelqu'un qui aime organiser les choses, probablement que de ne pas le voir se réaliser, ça devait être difficile. Ah, c'était épouvantable. Ton mari, lui, comment il réagissait? Comment ça a impacté votre couple? Ah, il était tellement parfait. Ah oui? Ça, là, par contre, il était vraiment... Il était fin. Il essayait de me changer les idées dans le mois. Il se disait, ça sert à rien. On a 4 semaines à faire. Ça sert absolument à rien de commencer à penser tout le temps ça. Puis il dit, tu sais, je comprends qu'on en discute, mais tu sais, il me sortait, il m'amenait au restaurant, on faisait des petits voyages. Tu sais, on essayait le plus possible là, de penser à autre chose, puis de garder cette flamme-là, parce qu'à un moment donné, quand tu essaies d'avoir des enfants, tu fais plus l'amour. C'est sûr. Mes beaux-parents m'avaient dit, à un moment donné, ça tombe un amour de voir. Tu sais, tu calcules, là, puis là, let's go, c'est aujourd'hui, après-midi, il faut le faire. Tu sais, puis là, tu fais pipi sur un bâton, tu as un petit bonhomme sourire, ça dit, t'es en période d'ovulation, let's go, on y va. Tu sais, fait que c'est plus... Il n'y a plus autant de passion, là. Tu sais, fait que, par contre, là-dessus, là, il était vraiment... Parce que moi, j'étais beaucoup plus... prenais ça au sérieux, là. Oui. Je veux des enfants, puis tu sais, j'en veux pas à 40 ans, puis tu sais, c'est maintenant, là, que je suis rendue là. Tu sais, puis c'est vraiment pas moi. Puis vous étiez quand même un jeune couple, en plus, là, pour s'imposer cette pression-là. Ça n'a pas dû être facile à tous les niveaux. Non, vraiment, là, c'était pas tout le temps facile. Je me mettais une énorme pression, personnellement. Mais sinon, mon mari a été complètement... Il m'a acheté un chien, puis il m'a épousé. Veux-tu quelque chose de plus? Tu parlais de tes émotions, justement, du fait que rapidement, on vous a conseillé d'aller consulter des professionnels pour ça. Comment ça se passe? Est-ce que tu es heureuse de savoir que ça a été pris en charge vite? Ah oui, ça, j'ai été super étonnée. Quand j'en ai parlé avec le médecin, elle m'avait dit, je vais te mettre sur une liste d'attente. Ça peut prendre jusqu'à 1 an avant d'avoir un appel. Moi, j'ai été super chanceuse. Ça a pris 4 mois. J'ai été appelée par le CHUL. Ils m'ont invité à aller rencontrer le docteur Mayou. Puis il a été extraordinaire. Il m'a dit exactement ce qui allait se passer, les tests qu'on allait faire. Il nous a vraiment donné comme un peu une feuille de route de, les prochaines fois. Il me posait des questions. Il n'allait pas par 4 chemins. J'avais vraiment l'impression d'être pris en charge. Puis on a passé plusieurs examens. En tout et partout, ça a pris 1 an et demi de faire les tests de... Il y a tellement de choses qui viennent varier. Par exemple, si mon conjoint avait la grippe et qu'il faisait de la fièvre. Ça, on le sait pas, là, mais le fait qu'il fasse de la fièvre tue ses spermatozoïdes, ça prend 3 mois avant de se refaire à 100 Wow. Fait que là, c'est 3 mois d'attente pour voir, y a-tu plus de spermatozoïdes? Puis là, c'est des analyses, c'est des examens, c'est des choses que jamais... C'est pas normal de faire ça, ces examens-là. C'est quand même assez poussé, puis c'est déstabilisant aussi, là, d'aller à plusieurs rendez-vous, pour aller voir c'est quoi la problématique, puis il est où le problème. Puis tu as un sentiment de... Je veux pas que j'aille avoir un problème. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, au final, tu te rends compte, tu te fais dire, il n'y a rien d'anormal, tout va bien. Fait qu'on va essayer ensemble, essayer de créer le bon moment pour faire en sorte que ça arrive. C'est tellement de questions sans réponse, et tu comprends pas trop ce qui se passe, et tu te fais donner des informations, puis fait que vraiment, c'est quand même gros, là, 1 an et demi à essayer à tous les mois. Ouais. Assurément.
on parle pas beaucoup de l'infertilité. Bien, de plus en plus, heureusement, parce qu'il y a des gens comme toi qui décident de nous partager leurs témoignages, mais à partir de quand c'est pas normal, en faisant tes rencontres, de ne pas tomber enceinte? On m'avait dit quand ça fait 1 an que tu essaies jour pour jour d'avoir un enfant puis ça marche pas, ou quand que tu as fait, mettons, je pense que c'est 2 fausses couches. Okay. Quand tu as fait 2 fausses couches, là, il y a un problème dans l'engrenage. Il faut aller consulter. Okay. Mais, tu sais, c'est tellement... c'est difficile, là, des fausses couches, quand tu es dans le début du processus. Tu sais, moi, je m'y connais pas. J'ai pas d'études en médecine, mais ça me donnait l'impression que je faisais pas assez d'hormones puis que ça s'implantait pas. J'avais du retard, on me disait c'est pas normal, tu sais, je me rends à 4-5 semaines d'aménorrhée, puis je le perds tout de suite, tu sais, fait comme si ça s'implantait pas en dedans de moi, tu sais, mais ça, y a pas personne qui me dit ça, là, y a pas personne qui... C'est juste à force de dire, bon, ben ça n'a pas de bon sens, que j'aille autant de retard, puis que je sois rendue à 5-6, puis que j'aille des positifs, mais que ça, je tombe menstruée 4-5 jours après, ça fait pas de sens, là. C'est pas... Ouais. Puis quand on a le résultat positif pour l'avoir vécu, tu sais, c'est un beau moment de bonheur et tout ça. Ah ouais. Quand est-ce que ça devient instabilisant, que ça devient, je dirais, presque normal, puis qu'on s'attend à être déçu? Mais c'est sûr que... Tu sais, au total, j'ai eu beaucoup plus de négatifs que de positifs. J'ai eu avec mon conjoint présentement 3 fausses couches. Mais tu sais, ça, c'est sûr, mettons, sur les 2 ans et demi, là. Fait que c'est beaucoup plus du négatif que j'ai eu. Parce que là, à chaque fois que ça doit pas être beaucoup plus agréable, là. Ah non, non. Non, vraiment pas. Comment tu te sentais au moment où tu allais faire ton test? Bien, je tombais un peu dans un mode de... J'étais irrationnelle. C'est quelque chose que tu peux pas... c'est de l'inconnu. Tu nages, tu patauges dans quelque chose que tu le sais pas. Puis pour moi, c'était vraiment un running gag de dire que c'était un mythe, les positifs, là. J'en fais un, il est négatif, mais je suis toujours pas dans ma semaine 1 semaine plus tard. Bon, ben on refait un deuxième, tu sais. Fait que là, quand il est enfant en moyenne 3 par mois, là, à un moment donné, là, je suis l'experte là, de faire pipi sur le bâton, là. Je comprends. C'est une déception à chaque fois. Tu as de l'espoir, même si tu te dis, je vais faire quelque chose, je m'en vais au restaurant, je fais des activités, je fais des projets, des voyages. Tu nourris quand même. C'est quelque chose de viscéral. Tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie de fonder une famille. Tu t'essayes le plus possible de te détacher de ça, mais c'est vraiment pas facile, là. On apprend après des rencontres au CHUL, un processus difficile, que finalement, il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que visiblement, tu tombes pas enceinte. Oui. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont venir me donner un coup de pouce. Ils vont, à chaque mois, ils vont me prescrire de la médication, des hormones, que je vais prendre un moment précis dans mon cycle pour vraiment stimuler, là, d'être sûre que j'ovule puis que j'ovule en bonne quantité. Par la suite, une fois que j'ovule, il faut que je prenne un rendez-vous pour qu'eux viennent voir avec, justement, en échographie, voir, OK, bon, ben parfait, t'ovules maintenant. Une fois que ça s'est terminé, on avait 48 heures pour dire, OK, bon, ben là, mon mari doit aller donner son sperme pour que par la suite, eux autres puissent créer un peu la rencontre puis de venir l'inséminer. Là, c'est quand même un 48 heures qui est mouvementé, là. Tu peux pas aller n'importe où parce que une fois que j'ovule, ben là, je prends d'autres médications. Là, je me pique dans la bédaine pour être sûre que ça arrive exactement calculé selon les Qu'est-ce que tu piques dans la bédaine, là? C'est des hormones. OK, directement. Ouais, des hormones, là, je prenais des hormones de façon orale pour essayer d'en avoir un peu plus, là, que ça stimule un peu justement l'ovulation. Puis après ça, on me piquait dans la bédaine pour être sûr que j'ovule, là, que ça parte, là. Ton chum aussi avait sa tâche à faire. Lui, il fallait qu'il aille à l'hôpital dans un délai encadré à tel endroit pour aller donner son sperme. Puis moi, après ça, j'étais inséminée. Puis une fois que j'étais inséminée, ben là, je devais attendre 14 jours avant de faire un test de grossesse. Fait que là, c'était 14 jours d'attente à la maison en espérant, en chérissant, en disant, OK, là, je suis supposée avoir un œuf là, dedans de moi. Là. Puis là, quand tu tombes dans ta semaine, ben là, t'es comme... C'est une déception. C'est une déception. Là, on est rendu à aller là. On est rendu à l'étape où la rencontre est déjà faite, que ça a été inséminé, puis ça fonctionne pas. Il est où le problème, là? Qu'est-ce qui fonctionne pas, là? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Puis là, tu te poses des questions, là. Est-ce que l'insémination se fait à chaque mois, là, à partir du moment où tu es prise en charge par le CHUL, puis à chaque mois, tu y retournes, puis ça se produit là, de façon répétitive? Ça, c'était une belle chose du CHUL. Il m'avait dit, vas-y selon ton envie. OK. Il dit, je t'en recommande 4,
Il dit, plus que t'en fais, il dit, plus que t'as de chance. Ce qui m'a expliqué, puis j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est que quand tu fais une fausse couche, ça veut pas dire que la fois d'après, t'as plus de chances de faire une fausse couche. Il paraît que plus que tu fais de fausses couches, plus que ton taux de réussite augmente. Ah. Ça m'avait vraiment rassurée. Puis il m'avait dit, si ça fonctionne pas la première insémination, décourage-toi pas. Il dit, le deuxième, tu as plus de chances de fonctionner jusqu'à la quatrième. Puis après 4 inséminations, si ça n'a pas fonctionné, il dit, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a manqué. Il y a une problématique. Il dit, refais-en pas 5-6. Les chances sont quand même... Tu pognes un plateau à un moment donné au niveau des statistiques que tu n'as pas plus de chances de l'avoir. Fait qu'il m'a dit, je t'en recommande 4. Après ça, on se rend compte. Mais il dit, t'es pas obligé de faire les 4 tout de suite. Tu peux laisser des mois aller si tu trouves ça difficile. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu es allée au bout des 4 inséminations? Puis en combien de temps? Oui, j'ai femme très déterminée. J'ai fait les 4 en 4 mois. Oui, j'avais beaucoup de choses qui arrivaient. J'avais quand même beaucoup de questions. Puis j'avais l'impression que si j'attendais, c'était juste des mois de plus d'attente. Fait que je me disais, je préfère pelleter ça en arrière. Fait que let's go, on y va les 4. Fait que je les ai faites. Ça a été comme un bon sprint. Je me suis rendue au bout des 4. J'ai rencontré le médecin, puis il m'avait dit, fais-le une dernière fois. Mais il dit, le taux de réussite n'est pas garanti. Fait qu'il dit, fais-en une autre fois. Mais il dit, là, on est rendu à l'étape qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ouais. Puis il dit, là, il faut aller en in vitro. Rendu en in vitro, là, c'est une autre paire de manches. J'imagine que c'est un mur aussi de se faire dire ça. C'est déjà difficile, mais quand même, il reste de l'espoir parce que sinon, tu n'aurais pas continué, ton conjoint non plus. Là, de se faire dire, bon, ben cette période-là, qui est quand même assez longue, plusieurs mois, t'amène à une autre étape qui t'éloigne encore de ton rêve. Surtout que c'est d'autres listes d'attente. En plus. Là, j'étais pris en charge, il y avait des choses, j'avais un certain contrôle de dire, OK, bon, ben j'y vais à l'hôpital, je suis pris en charge, j'ai des questions, j'ai accès à une banque d'infirmières qui peut répondre à mes questions. Là, on va te remettre sur une liste d'attente. Puis aujourd'hui, là, j'ai une petite puce de 3 mois, là, j'étais encore sur la liste d'attente, là, j'ai pas appelé personne pour leur dire que j'étais enceinte, puis j'ai toujours pas appelé, là. Puis ça, c'est... Aussi, in vitro, bien, c'est quelque chose qui n'est pas couvert. Bien, je sais que c'est un projet du gouvernement, mais là, avec la pandémie, on s'entend que ça a été mis de côté, puis c'est tout à fait normal. Mais c'est quelque chose qui n'est pas couvert par le gouvernement, puis ça non plus, ça n'a pas de certitude, ça n'a pas de... T'sais, aujourd'hui, je suis hyper comblée parce que là, j'ai une petite puce, puis que... Mais j'ai aucune idée pourquoi que ça n'a pas fonctionné, puis pourquoi que, c'est vraiment au jour où je me suis dit, un enfant, bien, c'est peut-être pas fait pour moi, ce projet-là. Tu sais, le médecin qui me dit, c'est pas sûr que t'en ailles. Puis il dit, là, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis, fait qu'il va aller à l'autre étape. Fait qu'il y a d'autres mois d'attente. Puis que moi, je me dis, j'ai-tu envie? J'ai-tu envie de ça? J'ai-tu envie d'aller... Tu sais, là, les hormones que je prenais, j'avais déjà de la difficulté à gérer mes humeurs. Là, je vais aller dans quelque chose qui est encore plus intense. Je lève mon chapeau aux femmes qui passent à travers ce processus-là. C'est là où je me suis dit, j'irai faire le tour du monde. Je vais prendre un année sabbatique, je lâcherai ma job, je lâcherai tout, j'irai faire le tour du monde avec mon mari, que je tombe enceinte. Avant d'en venir à cette histoire-là qui est magnifique, parce que je veux qu'on l'élabore aussi, l'arrivée de ta fille, mais est-ce que vous étiez rendu à planifier vos finances en fonction de la suite des choses? En fait, c'était à cette étape-là qu'on était rendu. On se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que de toute façon, on savait qu'on n'allait pas être appelé le mois d'après. Fait qu'on s'était dit... On a le temps de le prévoir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je venais de faire des acquisitions. J'avais déjà fait des moves financiers qui faisaient que, bon, ben, tu sais, j'avais pas nécessairement demain matin un 15 000 à mettre dans le bébé s'il appelait le mois prochain. Fait que là, là, on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on place de l'argent pour justement penser à in vitro? Puis là, j'avais quand même le questionnement de dire, bon, ben, c'est quand même gros tout ce qu'on vient de vivre depuis les 2 dernières années. J'étais un peu essoufflée. Je commence, puis là, je me disais, j'ai pas envie non plus d'avoir un bébé puis de pas aimer mon processus. Tu sais, déjà que la maternité, ça va être aussi une belle aventure qui est pas toujours facile. C'est de l'inconnu aussi. Fait que là, je me disais, je veux un break. Tu sais, faut que j'arrête d'y penser. Parce que je vais m'en rendre malade là, d'avoir un enfant. Là, tu sais, ça fait des années, là, ça faisait 10 ans que je chérissais ce projet-là. Même si je le faisais pas à tous les mois, c'était quelque chose que je veux
je suis adolescente. Là. Donc, je me disais, il faut que je lâche un peu là, le gaz, là, puis que je recule un peu pour après ça peut-être mieux avancer. Fait que nous, on avait mis un peu le projet sur la glace. C'est-à-dire, on va pas économiser, on va pas... Vous étiez revenu à la case départ, go with the flow. Oui, exactement. C'était plus là-dedans. Exactement. Puis on se disait, dans l'année prochaine, on se laisse un an, l'année prochaine, on regardera qu'est-ce qu'on fait. Cette fois-là, ça a fonctionné pour vous? Ça a fonctionné. Je n'étais fâchée. C'est vrai? Je n'étais fâchée. C'est difficile de dire lâche prise sur un projet aussi viscéral d'avoir des enfants. T'sais, je veux dire, c'est quelque chose de tellement magnifique que tu veux faire que tu dis, c'est difficile de dire, bon, ben il faut que je me rende à l'étape de me dire, j'en aurai pas d'enfants. C'est pas grave, je vais être une tante extraordinaire. Puis mes nièces puis mes neveux, là, ben, tu sais, je les prends déjà tellement proches de moi. Je les aime comme si c'était mes propres enfants. Fait que je me disais, c'est pas grave, tu sais, je vais faire autre chose, je vais mettre mon énergie ailleurs. Puis, tu sais, c'est pas supposé d'être si compliqué que ça d'avoir des enfants. Puis, je suis pas obligée, je suis pas supposée de m'en rendre malade pour en avoir des enfants. Tu sais, j'avais comme mis un peu une croix là-dessus. Puis là, quand mon test positif est sorti, puis que je pense que j'en ai fait 10 tests pour être certaine. J'étais là, j'en ai fait 10 pour être sûre de toutes les marques différentes. Je prendrai pas de chance. Je le dis en riant parce qu'en fait, c'est tout à fait normal là, avec tout ce que tu avais vécu. Puis est-ce que quand tu as eu un retard cette fois-là dans tes règles, tu te disais ça se peut pas? Je m'étais mis ça sur la raison des hormones. Je me suis dit, j'ai arrêté les hormones. OK. Fait que c'est sûr que ça vient de tout me chambouler, tu sais. Ouais. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais enceinte, elle me croyait pas. Elle me dit, arrête de me niaiser, là. Elle dit, c'est vraiment pas drôle. Puis là, je pleurais, puis je disais, maman, je suis enceinte, puis je montrais. Puis elle regardait même pas, c'est sur FaceTime, elle regardait même pas l'écran. Elle me disait, arrête. Puis là, je disais, maman, je suis enceinte, là. Elle est là. Dans la famille, tout éclaté. Mon mari capotait. Ouais, mon Dieu, je te motive. Ben oui, puis c'est normal. Puis tu parles de ta famille, c'est tout le monde là, qui vous accompagne dans ce processus-là. En couple, c'est beaucoup plus intense, assurément, parce que vous avez plein de rendez-vous à vivre, mais tu n'as pas le choix de te confier. C'est naturel de le faire. Il y a des gens qui te supportent, qui veulent que tu puisses avoir ton test positif puis que la grossesse... puis je veux dire, puis c'est tellement pas... Il n'y a pas de mauvaise intention, mais souvent, quand je vais dans des soupers de famille ou avec des amis, les gens ils veulent te soutenir. Fait que, en voulant te soutenir, ben, ils te demandent des nouvelles. Ça replonge. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai une grande famille, une très, très grande famille. Fait que tout le monde me demandait, puis comment ça va le projet bébé, tu sais. C'était pas toujours facile de leur dire, ben ça va pas super bien, tu sais, j'étais en clinique de fertilité, d'embarquer là-dedans, tu sais, mais... J'étais vraiment très, très, très bien soutenue. J'avais une famille qui était vraiment là pour m'aider, puis qui prenait des nouvelles. Puis, j'ai 5 sœurs. Mes 5 sœurs, là, ça me prenait beaucoup de nouvelles. Ça m'a vraiment beaucoup encadrée. J'ai des amis en or qui ont fait en sorte que ça soit plus facile. J'ai une amie, je m'en souviendrai toute ma vie, elle est allée chez Ikea. OK. Puis, dans Ikea, tu passes par toutes les sections. Oui, chambre à coucher, là, puis tu passes par la section bébé, tu sais. Hey, là, je te dis, mon amie, puis ça me dérangeait pas, là, mais elle m'a pris par la main et elle a dit, viens, on va plus vite. Ah ouais. Elle a passé par la section bébé. Mais des petites attentions comme ça, de se dire, tu sais, c'est d'être soutenue, puis j'avais vraiment comme un bon cercle. Là. On est tombé enceinte presque en même temps, puis on avait la pandémie. Oui. Est-ce que le fait de te distancer de peut-être justement ta grande, grande, grande famille, vu que c'était plus possible de se voir, ça t'a peut-être aidé aussi à prendre un recul? Ou... Oui. Oui, Je pense que oui, parce que dans le processus, j'ai eu comme une première année où il n'y avait pas la pandémie. Fait que là, on en faisait des soupers, on en faisait. Puis là, si je faisais une fausse couche, bien là, tout le monde voulait venir m'aider. Puis ça allait arriver à la maison, puis ça venait prendre un verre de vin avec moi en me disant, là, c'est pas grave, on refait le monde à soir, puis tu sais, ça va bien aller. Puis ça m'a tellement fait de bien, mais aussi de me recentrer à la maison, puis d'être avec mon mari, puis de remettre les valeurs à bonne place, puis de se dire, bon, bien, la vie m'oblige à arrêter. Bien là, je vais prendre ce temps-là, puis je vais l'investir dans des bonnes, tu sais, dans les choses que je veux, prendre mon temps, puis vraiment, ça m'a permis aussi de me reconnecter avec mon mari, là. Tu sais, moi, la pandémie avec mon mari, là, ça a créé un bébé. Heureusement. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui? La grossesse, ça s'est bien déroulé? L'accouchement? Je suis vraiment chanceuse au niveau de ma grossesse. Ça a super bien été. J'ai été très chanceuse parce que mon médecin qui m'a suivi toute ma grossesse, c'est mon médecin qui m'a accouchée. Donc, j'ai vraiment été très, très bien pris par le docteur Saint-Pierre. Il m'a compris, il a compris ma réalité. Et ça a vraiment très bien été. J'avais peu de symptômes. Puis, tu sais, j'étais rayonnante, là, mais ça faisait tellement longtemps.
que je la Tu le voulais. voulais, hein? Jamais cette enfant-là, quand elle va être adolescente, elle va pouvoir me crier par la tête lors d'une chicane. J'étais un accident où tu m'as jamais voulu. Jamais. Tu sais, j'ai donné corps, âme à cet enfant-là. Puis quand elle est venue au monde, on pleurait, moi et mon conjoint, parce que je me disais, on y est arrivé. Elle est là. Elle est là. Elle n'est pas partie. Elle peut pas. Je l'ai. Là, elle est là, là. Je l'ai dans mes bras. Elle est là. Elle peut plus s'en aller. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui vivent ce que tu as vécu? Ça serait de ne pas perdre espoir puis de pas se décourager. C'est difficile. C'est difficile parce que les hormones là, te donnent l'impression d'avoir tout le temps un ange puis un démon sur tes épaules. Tu deviens comme une personne que, des fois, je me reconnaissais même pas. Fait que de pas laisser tomber puis de se décourager parce que c'est tough. C'est quelque chose que tu peux pas te dire « j'arrête d'y penser ». Non, c'est ça. Tu vas y penser, puis tu lâcheras pas prise, puis c'est normal. Puis d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est la meilleure chose que tu peux faire, puis de pas perdre espoir parce que ça peut arriver, puis il y a d'autres solutions, puis il y a l'adoption aussi. Tu sais, si tu veux être... moi, c'est ce que je m'étais dit. J'ai de l'amour à donner. Il y a plein de possibilités, mais de pas perdre espoir parce que c'est difficile. Moi, personnellement, je veux un enfant parce que j'ai pas nécessairement envie de repasser par ce cheminement-là. Merci, Maude, puis plein d'amour avec votre petite fille. Merci. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci. Évidemment, l'infertilité, ça touche beaucoup de gens, mais je vous invite à garder espoir parce que de magnifiques dénouements comme celui de Maude, il y en a. Pour une prochaine émission de Maman Maintenant, on aura droit à un autre témoignage parce que chaque maman a son histoire.